Je vais essayer de rester dans les temps. On a 25 minutes pour suivre l'agenda de cette magnifique journée. Puis j'aimerais commencer par vous remercier. En fait, tous les collègues du Centre des cancers, vous dire aussi toute l'admiration que j'ai pour ce que vous faites au niveau du centre. Et puis avec Johanna Sommer, avec qui nous allons co-diriger le Centre de médecine de premier recours, on compte bien s'en inspirer. Dire aussi toute la reconnaissance que j'ai à Béatrice Herzl pour tout le travail qu'elle a fait, que ce soit pour le dépistage du cancer du sein, toutes ces années, et le cancer du côlon aujourd'hui. Toute ma reconnaissance et mes félicitations. Et puis à tous les collègues dans la salle et qui nous suivent, et surtout aux médecins installés, leur dire, je vais commencer par éviter de les insulter, et puis rappeler 3 évidences, et ils le savent, que le médecin de premier recours, le médecin généraliste, le médecin de famille, est le promoteur de santé et un garant de la prévention en Suisse. Vous savez que malheureusement la Suisse n'investit que modérément dans la prévention organisée. Elle part de l'assumption que c'est une responsabilité relativement individuelle que de penser à son dépistage. Et en fait, il y a peu de cantons qui ont des programmes de dépistage. Et puis, je pense que c'est un élément extrêmement majeur que de voir un programme de dépistage du cancer du côlon s'implémenter à Genève. Il y a très peu de cantons qui le font, et puis on verra pourquoi ça a des avantages. Donc, des évidences de grade le plus élevé qu'on puisse avoir, c'est que le médecin de premier recours augmente la participation au dépistage, et qu'il y ait programme ou qu'il n'y ait pas programme. Les recommandations du médecin du premier recours, en fait, vont influencer le choix du test quand il y en a. Ça, c'est pas un scoop, mais on le verra que pour le dépistage du cancer du côlon, il y a une particularité, c'est que nous avons l'option du test. Et puis, au final, les préférences du patient sont importantes, mais en fait, les préférences du soignant le sont tout autant. Et il est évident que dans notre pratique, on base les recommandations sur les évidences. Et puis dans le dépistage, il y a aussi beaucoup pas de biais cognitifs, mais il faut aller au-delà un petit peu de ses propres préférences, des évidences, pour aller offrir aux patients le choix du test et s'assurer qu'on n'oriente pas la décision. Parce qu'à la fin, Béatrice l'a bien dit et certainement mieux que moi, celle-ci va influencer simplement la participation au test. Au dépistage, pardon. C'est particulier, et c'est là où j'aimerais juste nuancer le rôle du médecin de premier recours. C'est que le cancer du sein, bien sûr, on a aidé à participer au dépistage du cancer du sein. Je ne dis pas que les médecins installés n'ont rien fait, au contraire, ils étaient là pour rappeler, après une consultation, une sorte d'opportunisme de dire « mais à propos, vous êtes une femme, vous avez plus de 50 ans, il faudrait faire le dépistage du cancer du sein ». Puis est venu un programme où il n'y avait plus besoin que le médecin y pense forcément, parce qu'on pouvait compter sur toute l'équipe de Béatrice Herzl pour aller consulter l'Office cantonal de la population. On a toute l'information dans l'Office cantonal de la population. On sait si vous êtes une femme et on sait si vous avez plus de 50 ans. Donc le médecin, il peut continuer son activité en se disant normalement le système va faire que ces femmes qui sont éligibles seront identifiées. Le médecin va les sensibiliser, va partager la décision de plus en plus, mais jusqu'à dernièrement, c'était plutôt il faut le faire. Ces dernières années, on parle quand même du surdiagnostic, donc on est aussi en tant que médecin traitant, on participe au partage de la décision, même dans le cancer du sein. Et puis l'inscription, modérément, disons qu'on peut évidemment prescrire une mammographie dans un centre, mais de nouveau, on a un centre de dépistage qui va organiser par un courrier envoyé à toutes ces femmes. Le cancer colorectal, il vient amener un effort supplémentaire de la part du médecin traitant, qui a déjà des journées très complètes. C'est toujours en fait possible d'attendre en fait que la fondation envoie un courrier. On connaît l'âge de nouveau, on connaît le genre, et puis là le genre en l'occurrence on n'en a plus besoin pour l'OCP, pour le cancer du côlon. En fonction de l'âge, les personnes vont recevoir un courrier. Sensibilisation, on est toujours actif, mais par contre, on arrive à une nouvelle activité dans le dépistage qui est vraiment le partage de la décision du choix du test. Et ça a été une décision très importante dans ces programmes, d'abord dans le canton de Vaud,
et ensuite dans le canton de Genève, que de dire il faut un temps de consultation, un temps de décision partagée, rémunéré pour le patient, sécurisé pour le soignant, pour lui expliquer qu'il y existe 2 tests, qu'ils ont des avantages et des désavantages. Et ça, c'est vraiment nouveau aussi qu'on rémunère ce temps de la décision partagée au cabinet. Et ça vient un peu brusquer aussi les habitudes parce qu'en fait, il faut, dans notre pratique, suivre un programme, présenter les avantages et désavantages de façon plus structurée. Et puis, en fait, l'avantage, c'est que c'est facturable. Et puis, je suis sûr que Johanna Sommer va en parler, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il faut inscrire son patient sur une plateforme. Et force est de constater que ça reste une barrière, c'est admirablement bien fait, mais ça reste un casse-tête malgré tout, et puis c'est nouveau, et c'est une nouvelle activité pour le médecin, ou peut-être son assistante qui vient s'installer. Je le dis parce que je suis assez convaincu que le Centre du cancer organisera bientôt une journée sur le dépistage du cancer du poumon, et là ça va devenir un peu plus compliqué, parce qu'en fonction de l'âge, pas du genre, mais la question du tabagisme, on va devoir proposer ou non le dépistage. Et là, il n'y a que le médecin qui suit le patient qui va pouvoir dire « ce patient fume actuellement » ou « il a fumé ». Donc ça va venir compliquer en plus l'organisation d'un dépistage le jour où il sera mis en place, simplement pour identifier. On l'a dit déjà en 2015, vous l'avez ici, l'adhérence des médecins de premier recours pour le dépistage du cancer du poumon sera essentielle, majeure, parce qu'il y a cette comorbidité qu'il faut aller renseigner. Le médecin, il est fondamental, mais le programme ou un programme l'est tout autant. Vous avez les données ici, et puis j'essaie de vous donner des données le plus souvent locales, genevoises, et puis à défaut nationales. Là, vous avez une donnée d'une enquête nationale que nous avions conduite il y a déjà un siècle, c'était en 2015. Et puis nous avions posé utiliser les données de l'enquête suisse sur la santé, environ 6000 personnes qui avaient participé en 2007-2012. Et en fait, force est de constater qu'en Suisse, le pourcentage de la population qui est up-to-date pour le dépistage du cancer est faible. Genève s'en sort mieux, vous avez des données nationales, et c'était franchement pas bon jusqu'en 2012. On aura les dernières données qui vont être utilisées, mais vraiment pas bon quand on se compare à d'autres pays, les États-Unis, Israël ou d'autres pays encore. Et malheureusement, c'est certainement que les journées sont complètes, chargées pour les promoteurs de santé que sont les médecins généralistes, et qu'il faut des programmes qui viennent faciliter ce travail de proposer le dépistage aux personnes. Et on voit qu'on l'était en 2012, 22 personnes éligibles pour du dépistage avaient effectué un dépistage, étaient à jour avec leur dépistage, que ce soit par la recherche de sang occulte dans les selles ou par l'endoscopie. On a peu progressé entre 2007 et 2012. Alors c'est un problème, et ça l'est d'autant plus quand il existe des inégalités, des gradients basés sur le revenu et l'éducation. Toutes ces personnes payent des primes indépendants de leur revenu, de leur niveau d'éducation, et pourtant, force est de constater en fait qu'il existe un gradient majeur d'être à jour par rapport au dépistage du cancer du côlon en Suisse en 2012. Si vous avez fait une éducation tertiaire, qui est souvent corrélée, il est vrai, à un revenu plus élevé, vous êtes plus fréquemment à jour avec votre dépistage. Si le dépistage sauve des vies et qu'il existe un gradient socio-économique, il faut imaginer qu'il y a un gradient socio-économique par rapport à l'impact du cancer du côlon. Heureusement, la Suisse, avec ses soins, soit d'urgence, soit l'accès aux soins lorsqu'on est malade, vient neutraliser ce gradient de prévention, parce que la Suisse est extrêmement équilibrée par rapport à l'accès aux soins dans les traitements d'urgence, mais par contre déséquilibrée dans la prévention. Dans ce travail, nous avions identifié de nouveau le rôle du médecin de premier recours, le médecin généraliste. Et parmi tous les facteurs qui expliquaient le fait d'être plus fréquemment à jour avec le dépistage comparé à d'autres participants, avoir visité son médecin dans les 12 derniers mois était un facteur majeur
que ce soit en 2007 et 2012, ça doublait presque votre chance d'être à jour par rapport au dépistage. Mais s'il n'y a pas de programme, si vous n'effectuez pas annuellement un bilan de santé, ce qui n'est pas recommandé, vous allez consulter votre médecin parce que vous avez un symptôme. Or, pour aller consulter son symptôme, on le verra plus tard, il faut faire un calcul. J'ai une franchise, je paye des primes, je paye 10% de la facture. Est-ce que, en fait, ça vaut la peine que j'aille consulter mon médecin pour cette problématique-là? Et s'il existe ce calcul, qui est un système très bien organisé en Suisse pour contrôler la consommation, vous risquez de ne pas les consommer votre soin, aller discuter avec votre médecin, et votre médecin n'aura pas l'opportunité de vous rappeler l'importance du dépistage. C'est vrai pour l'endoscopie et pour la recherche de sang occulte dans les selles. Donc, rappelez le rôle essentiel, comme si on en doutait, du médecin de famille, du médecin installé, et puis rappeler justement qu'il a dans son cahier des charges, dans le programme, et même son contrat, puisqu'il signe un contrat, de présenter en fait les avantages et les désavantages des deux tests. Et ça devient compliqué. Il y a en fait peu ou pas d'équivalent de dépistage où il existe deux tests tout aussi performants, franchement diamétralement opposés dans le concept. Et puis, je pense, avec un héritage très important du point de vue du corps médical sur une préférence à la colonoscopie. Et malgré tout, il est encore assez difficile de se convaincre que de rechercher du sang de façon présente occulte dans les selles, une fois par année, une fois toutes les 2 années, suffisamment longtemps, permet de diminuer la mortalité du cancer du côlon. Il faut qu'on se le répète, et je pense qu'il y a toujours du travail. Il est vraiment important de se rappeler que dans la littérature, si vous regardez les essais cliniques randomisés, là c'en est une, Colomprève, qui était publiée en 2012 dans le New England Journal of Medicine, quand on randomise des groupes pour des études de dépistage, où on va randomiser un bras recherche de sang occulte dans les selles, un autre bras colonoscopie, on peut regarder tout à la fin qui décède, qui ne décède pas, mais ce qui est important, c'est de voir que dans ces essais cliniques, où les groupes sont équilibrés, où les facteurs confondants sont neutralisés, puisque basés sur le hasard, la répartition des deux groupes, on a une différence majeure de participation. 10% de différence, et puis avec une préférence des gens pour le FIT. Donc là, on arrive déjà très proche à la question de la participation. Pour 2 tests équivalents, vous avez dans des essais cliniques randomisés où on explique les avantages et les désavantages, une différence qui est importante. Et ça, je pense qu'on a tendance à aller voir assez rapidement l'impact en termes de survie, mais il faut juste se rappeler qu'un outil est efficace uniquement s'il est accessible et utilisé. Une autre étude, une des rares études en fait, qui a vraiment offert, pas dans le cadre d'un dépistage ou d'une analyse de survie ou d'impact de mortalité, mais qui a offert le choix aux individus en disant il y a une randomisation qui se fait, c'est soit recherche de sang occulte dans les selles, soit colonoscopie, où vous avez le choix. En général, ce n'est pas ça dans les études randomisées pour l'impact du dépistage, c'est l'un ou l'autre. Ici, cette petite étude évaluait vraiment l'impact de donner le choix en randomisant en 3 bras, avec ce nouveau bras qui existe ici, qui n'est généralement pas présent. Et le résultat, il est sans appel. Vous avez 38% des gens qui vont participer lorsqu'ils sont dans le groupe colonoscopie, c'est déjà pas mal. Vous avez une large majorité, 67%, qui vont participer au programme lorsqu'on leur offre le FIT. Il faut se rappeler en fait que lorsqu'on combine les deux, on est encore meilleur. Donc offrir ce choix, dépasser nos propres convictions, permet d'augmenter de façon significative la proportion de gens qui vont au final être testés. Les gens à qui on ne propose que majoritairement la colonoscopie, in fine,
vont peut-être ne pas être testés et ne pas participer du tout à ces programmes de dépistage, donc ne bénéficier d'aucun bénéfice. Ce qui est important, c'est que, évidemment, on parle de préférence et de valeurs individuelles. Aux États-Unis, il y a des ethnies, des cultures qui font que certains patients vont considérer le risque, bénéfice, avantages, désavantages de la recherche du sang occulte dans les selles ou de la colonoscopie de façon différente. Alors, Genève n'est pas stratifiée en afro-américain, white, latino, asiatique, mais il est évident qu'à Genève, il y a des populations de patients qui considèrent ces tests de façon différente selon leurs avantages et désavantages. Et ce temps qui est rémunéré pour le médecin, normalement, lui permet de prendre le pouls, en fait, quel est le test qui semble le plus pertinent pour mon patient. Et là, un papier tout frais qui vient d'être publié online du docteur José Sandoval, une personne que nous apprécions, Pierre-Yves Dietrich et moi-même, énormément et que nous partageons, on va dire, qui est un médecin qui a été formé en médecine de premier recours, qui se spécialise maintenant en oncologie, et puis on espère qu'il sera toujours le pont entre nos deux spécialités. Il y a déjà quelques années, en 2016, nous avions envoyé une enquête, notamment avec le soutien de la Fondation du dépistage du cancer du sein, encore à l'époque. Et puis, nous avions utilisé les données du Bus Santé. Le Bus Santé, c'est une étude. Quelqu'un a entendu parler de l'étude Bus Santé? Une personne? D'accord. Les études de séroprévalence à Genève, vous avez entendu parler? 5%, 11%? C'est l'étude Bus Santé. Et l'étude Bus Santé, en fait, elle vient vous chercher par un courrier si vous êtes un être humain, que vous avez plus de 20 ans et que vous résidez dans le canton. On a profité de ces données pour envoyer une enquête en ligne en essayant de comprendre les barrières et les facilitateurs au dépistage du cancer du côlon. Je ne vous le montre pas là, mais sur l'enquête online, il y avait des infographies qui montraient les avantages et les désavantages avec des figurines, les impacts, vraiment les informations le plus équilibrées possible. Et puis on demandait à la fin aux personnes enquêtées de dire quelles étaient leurs préférences par rapport aux différents tests. 1310 personnes ont accepté de remplir complètement le questionnaire. C'est 43% des gens interrogés. Après exclusion, on avait 1260 personnes. Exclusion à cause de données manquantes. De nouveau, c'était des données 2016. Et puis, entre-temps, il y a différentes choses qui se sont passées. Et puis, il a finalement été publié cette année, il y a une semaine, comme quoi il n'y a pas de hasard. C'est une table chargée, mais elle nous renseigne sur quelques éléments importants. Le premier message, c'est que le niveau de Genevois et Genevoises qui étaient up-to-date pour le cancer colorectal est élevé. Béatrice l'a déjà dit. Vous avez ici des gens à qui on leur demandant s'ils étaient up-to-date par rapport au dépistage. Puis vous avez une grande majorité des gens à Genève, en tout cas plus de 50%, 60%, des Genevoises et des Genevois qui sont up-to-date par rapport au dépistage du cancer colorectal. Donc on peut vraiment se féliciter parce que c'est bien au-delà de la moyenne nationale. Et ça, c'est évidemment grâce aux efforts des médecins traitants, des gastro-entérologues, qui ont la confiance des patients et de la Fondation, évidemment, et qui participent. Et ceci, c'était avant la création du programme. Ensuite, lorsqu'on demande quel test vous avez utilisé, vous avez essentiellement 50%, c'était la colonoscopie. Vous avez ici une minorité de gens qui avaient fait la recherche de sang occulte dans les selles. Dans d'autres études, on le verra, c'est 80-90% de coloscopie. Et en fait, après partage des avantages et des désavantages, selon les infographies dont je vous ai parlé, on arrivait à cet équilibre du choix qui serait fait par le participant. Jusqu'à 45% des personnes sondées choisiraient la recherche de sang occulte dans les selles. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est d'autant plus important parce que sur ces données-là, vous voyez la mesure d'association qui fait que vous allez privilégier la recherche de sang occulte dans les selles.
Et un des déterminants majeurs, vous pouvez comparer ici les odds ratio, c'est que si vous n'êtes pas à jour avec votre dépistage du cancer du côlon, quand vous voyez les deux informations, la tendance, c'est de choisir la recherche de sang occulte dans les selles. Donc, un des messages de ce travail, c'est que suggérer la recherche de sang occulte dans les selles aux patients qui n'ont pas fait de dépistage à ce jour pourrait avoir un impact positif sur l'adhérence au programme. Quand vous avez fait une colonoscopie, je pense certainement que vous avez connu les avantages des avantages, vous voyez qu'il y a une organisation qui est bien faite, le geste, le gastro-entérologue a été bien fait, peut-être vous avez été rassuré. Mais si vous ne l'avez pas fait, quand vous proposez le choix, les personnes ont tendance à choisir la recherche de sang occulte dans les selles. Et c'est certainement très important dans le canton de Genève, où nous avons déjà une couverture qui est relativement importante. Donc, plus que de rappeler l'importance du dépistage à Genève, on peut imaginer qu'il est important de souligner l'efficacité, l'utilité de la recherche de sang occulte dans les selles parmi les populations qui n'ont pas fait de dépistage. Durant les quelques minutes qui me restent pour cette présentation, j'aimerais vous dire qu'est-ce qui se passe loin de chez nous, dans le canton de Vaud. Canton de Vaud, en fait, une des enquêtes qui a aussi été publiée très, très récemment, en juin 2020, où ils ont interrogé les médecins qui ont participé au programme, qui ont au moins inclus un patient dans le programme qui a démarré avant Genève, en 2015, dans le canton de Vaud. Vous voyez ici, sur 177 médecins généralistes qui ont répondu, sur les 443, la distribution du test qui était en général proposé par le médecin. Et ça, c'est auto-rapporté, c'est ce que le médecin installé dans le canton de Vaud va dire, voilà ce que je recommande. 20% de la colonoscopie, 13% pour le FIT, 35% le médecin va proposer les deux méthodes en indiquant sa préférence, la préférence du médecin, 21% en disant voilà les deux choix, et en fait c'est un peu ça la décision partagée, c'est d'essayer de ne pas orienter, sauf si le patient nous le demande, mais d'exposer les avantages, désavantages en évitant d'orienter la décision. C'était 21%. Et c'est compliqué d'essayer en 2 minutes de montrer les avantages et désavantages des deux tests. Donc il existe des infographies, il existe du matériel, mais seuls 9% des médecins utilisaient ces supports. Donc là, il y a encore une marge d'amélioration, que ce soit à Genève et que ce soit dans le canton de Vaud. Quelques dias pour saluer le travail de Prune Colombet, qui est une collaboratrice scientifique qui a fait un master en prévention et promotion de santé à Lyon et qui travaillait à la Fondation du dépistage du cancer et qui a rejoint mon équipe de recherche il y a quelques années et qui a fait un travail monumental grâce au soutien de la Ligue genevoise contre le cancer, puisqu'elle a été voir plus de 300 médecins installés en ville pour leur rendre visite. On appelle ça une étude d'une visiteuse médicale. Je ne sais pas combien de temps ça va encore pouvoir durer, le fait d'appeler ce type d'enquête une enquête de visiteuse médicale, mais toujours est-il qu'elle a été présentée, le projet, l'organisation, aux médecins traitants, les médecins qui allaient devoir parler du programme à leurs patients et puis les inclure. Donc c'est un travail assez fou qu'elle a rendu à la Ligue genevoise contre le cancer, sous la direction de Béatrice Arzel, et nous y avons modestement contribué. Ce résultat ou ces résultats seront, j'imagine, bientôt accessibles à toutes et à tous. Il faut dire qu'il y avait 3 questionnaires en tout, et je vais utiliser 2 minutes pour vous en parler, parce que c'est des données genevoises. Et 2 enquêtes, une juste avant de voir le médecin, une juste après avoir vu le médecin après un entretien, et puis une 3 mois après le début du programme. Donc c'est plus de 300 médecins qui ont répondu. Il y a beaucoup de médecins qui ne participent pas, évidemment. 48% des médecins n'étaient pas intéressés par l'étude de visiteuse médicale. Mais le résultat que j'aimerais vous montrer, c'est qu'on reste à Genève, malgré tout, lorsqu'on demande quel test recommandez-vous le plus fréquemment à vos patients, juste avant la visite,
c'est-à-dire elle est là, elle n'a pas encore parlé aux médecins. C'est 81% des médecins installés qui recommandent la colonoscopie, 5% le FIT et 10% les deux. Autres, c'est probablement les tests ADN et autres, non recommandés. Et puis, malgré tout, après son passage, on est resté tout aussi élevé au niveau de la colonoscopie. Et puis le FIT, on a perdu les quelques personnes qui étaient intéressées. Aussi vous dire que le nombre de gens qui étaient inclus, et Béatrice l'a dit, le nombre de médecins qui ont inclus leurs patients était assez faible. On était à une période aussi un peu particulière. Et puis je terminerai avec une notion. Vous les aurez, je crois que les présentations sont disponibles sur le site. C'est comment est-ce qu'on prend la décision concernant le test de dépistage. L'idéal, c'est que le patient prenne la décision selon la compréhension des risques et des bénéfices du test, même si cela va à l'encontre de votre avis sur le test. Ça, c'est vraiment l'acmé de la décision partagée. Et de nouveau, c'est évidemment si le patient décide de décider. S'il souhaite que le médecin décide pour lui, évidemment, qu'on revient à une médecine plus paternaliste. Mais on est à 38% de la décision qui se fait selon ce mode-là, et ça reste assez faible. Le dernier élément, c'est que le grand avantage du dépistage organisé par les médecins traitants, ce n'est pas vraiment la qualité. Les médecins sont assez convaincus de la qualité en général du dépistage par les gastro-entérologues ou par d'autres collaborateurs, mais c'est le fait évidemment que ça soit remboursé hors franchise. Je vous rappelle une dia. Les Genevoises et les Genevois se privent de soins pour des raisons économiques. Donc, le FIT, Béatrice l'a dit, coûte pour la personne in fine moins cher que la colonoscopie. Et puis, lorsqu'on se prive de soins, lorsque vous avez déjà des symptômes, vous pouvez imaginer à quel point les personnes vont renoncer à des programmes de prévention qui, par définition, vont rechercher une maladie qu'ils n'ont pas et qui, pour certains, au niveau socio-économique, ne souhaitent même pas imaginer avoir. Merci.